Bonjour à toutes et à tous, je suis Catherine Schneider, je suis éducatrice spécialisée au Réseau Virage de Strasbourg et nous sommes ensemble aujourd'hui autour de cette table ronde pour discuter de l'outil pédagogique que nous avons conçu et qui est destiné à aborder des sujets dits sensibles. Donc pour cette première édition, nous avons choisi de traiter la question du conflit au Proche-Orient. Donc à mes côtés, autour de cette table ronde, Delphine Rideau, qui est la directrice de la Maison des Ados et du Réseau Virage de Strasbourg, et qui est aussi présidente de l'Association nationale des maisons des adolescents. Bruno Michon, sociologue des religions, collaborateur de notre équipe au sein du Réseau Virage. Yazida Slamani, médiatrice ethnoclinique au sein du Réseau Virage. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Vincent Lemire, qui est historien et professeur, auteur de la BD à succès Histoire de Jérusalem, du livre Israël-Palestine, anatomie d'un conflit, et du podcast éponyme qu'on peut écouter sur France Inter, et qui a dirigé le Centre de recherche français à Jérusalem. Vous êtes l'un des experts français les plus respectés actuellement sur ce conflit. Bonjour, merci. Voilà. Donc pour commencer, je vais laisser la parole à Delphine Rideau pour nous présenter le Réseau Virage. Oui, en quelques mots, le Réseau Virage est un service créé au sein de la Maison des Ados en 2017 à la demande à l'époque de l'Agence régionale de santé pour constituer une équipe de professionnels spécialisés en matière de prise en charge et d'accompagnement de personnes considérées comme à risque de radicalisation de tous âges, et donc sur l'ensemble du territoire du Grand Est. Donc c'est une équipe qui est constituée de psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux et des personnes autour de cette table, avec 3 missions. La mission d'accompagnement de personnes et de familles concernées par ces problématiques de radicalisation violente ou d'idées de violence. Une mission de faire sensibilisation, formation auprès des réseaux professionnels de la santé et du social pour que ils et elles soient plus agiles pour repérer, accompagner aussi les personnes dites à risque. Et puis une mission de prévention, c'est dans ce cadre-là qu'on se retrouve aujourd'hui, parce que sur la question de la prévention, on a cherché et repérer un certain nombre de stratégies, d'outils. Et il nous est apparu à la faveur d'une rencontre avec des collègues québécois il y a 1 an à peu près, que c'était important de nourrir les professionnels du champ éducatif au sens très large, à la fois de l'éducation nationale, mais aussi des champs de l'éducation populaire, sur des manières de faire, sur l'importance d'aborder les sujets sensibles, étant entendu que ces sujets, les ados notamment, ont besoin qu'on leur en parle et qu'on ne les laisse pas seuls face aux écrans. C'est dans ce cadre-là qu'on a conçu un outil qui sera bientôt diffusé et qu'on a proposé à Monsieur Lemire de bien vouloir relire. On va parler un peu plus du coup du sujet sensible qu'on a choisi pour cette première édition de cet outil. Mais il y en aura d'autres, hein, puisque l'idée c'est vraiment que les professionnels deviennent de plus en plus agiles pour évoquer des sujets sensibles avec les publics adolescents qu'ils accompagnent au quotidien. Merci Delphine. Voilà, donc comme vient d'expliquer la directrice de la Maison des Ados et du Réseau Virage dans sa présentation, notre dispositif, notre mission au Réseau Virage s'inscrit dans un enjeu fondamental qui est aussi de lutter contre les radicalisations violentes et en particulier contre l'enfermement idéologique qui est l'un des principaux moteurs, si ce n'est le plus puissant, du processus de radicalisation. Cet enfermement idéologique prend racine dans une multitude de facteurs qui diffèrent en fonction du parcours de vie de chaque individu, mais souvent nourris par un engagement émotionnel intense et parfois exacerbé. Depuis l'attaque du 7 octobre, perpétrée par un groupe armé terroriste d'une violence extrême et la réponse tout aussi violente de l'État d'Israël, le conflit qui s'ensuit continue de faire couler le sang et de submerger les populations locales dans l'horreur. À cette tragédie qui se déroule à des milliers de kilomètres s'ajoute un écho particulièrement fort ici, en Europe, en France et autour de nous.
et nous observons une montée des violences militantes, une recrudescence de l'antisémitisme, ainsi qu'une instrumentalisation de la situation par divers acteurs, des politiciens qui cherchent à tirer parti de ce climat de division, des médias qui parfois enflamment les passions, etc. Au-delà de ces manifestations visibles, nous ressentons également des émotions complexes et difficiles à apaiser. Il y a autour de nous de l'incompréhension, des questions qui restent sans réponse, des ressentis de profonde colère, de frustration, des sentiments d'injustice, de la peur. Et ces émotions non résolues créent une base fertile pour les discours polarisants. Et c'est précisément cette accumulation d'émotions, de désinformation, de frustration qui constitue la recette parfaite pour l'enfermement idéologique. Et pour répondre à cette situation, ma collègue Yazida Slamani et moi-même avons conçu donc un outil fruit de plusieurs mois de réflexion et de travail collaboratif. Cet outil pédagogique a été conçu pour aborder des sujets dits sensibles et a pour ambition de lutter contre cet enfermement idéologique et d'apporter des réponses de manière pédagogique. Il s'adresse donc à un large éventail de professionnels, des animateurs, de centres socioculturels, enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux, mais aussi, et peut-être même surtout, aux adolescents eux-mêmes. Nous avons conçu cet outil avec une vision pédagogique. Nous avons imaginé ce que ressentirait une personne qui ne connaît rien de ce sujet complexe, mais qui souhaite sincèrement ouvrir le débat et accompagner des jeunes dans leur quête de compréhension. Cette démarche nous a conduit à nous poser des questions cruciales. Comment apporter de la clarté à un sujet qui semble parfois inextricable ? Quels sont les éléments essentiels pour bien saisir la complexité du sujet ? Comment structurer une approche qui permette de déployer les nuances nécessaires pour éviter de tomber dans la pensée binaire et ainsi favoriser une compréhension plus riche, complexe et équilibrée ? L'exemple du conflit au Proche-Orient illustre parfaitement les défis auxquels nous sommes confrontés. Prise de position polarisée, amalgame, débordement émotionnel et entrelacement de facteurs politiques, géopolitiques et religieux. Ce contexte complexe montre à quel point il est difficile d'aborder ces questions de manière objective et nuancée. Pendant les mois de développement de ce projet, nous avons souvent observé de la crainte et de la méfiance vis-à-vis de l'idée d'aborder le conflit au Proche-Orient. Pourtant, nous restons convaincus que le dialogue est essentiel pour favoriser une meilleure compréhension de ces questions sensibles. Cet outil a donc été conçu comme un support destiné à ouvrir la réflexion sur des thématiques telles que la mémoire collective, la question des traumatismes, l'apport historique, l'enchevêtrement religieux et le caractère multifactoriel. Ce travail, nous le voyons comme une réponse à un besoin essentiel, celui de redonner de l'espace au questionnement, à la réflexion et à l'écoute de l'autre. Rappelons que l'enfermement idéologique se nourrit du silence, du manque de dialogue, de l'isolement. Alors, est-ce que la meilleure manière de lutter contre lui ne serait pas de multiplier les espaces de parole, de discussion, de débat et d'échange, afin de permettre à chacun de s'exprimer, de poser des questions et d'entendre des perspectives différentes qui enrichissent la réflexion collective. Voilà, je me tourne vers vous, Vincent Lemire. Tout d'abord, vous qui avez passé de nombreuses années en Israël et rédigé votre thèse de doctorat intitulée « La soif de Jérusalem », essai d'hydrohistoire. Pourquoi avoir commencé votre parcours sur ce thème de l'eau ? Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce pays ? Et quel a été votre parcours vers ce pays ? Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Effectivement, souvent quand je m'adresse à des étudiants pour la première fois et que je m'apprête à aborder ces questions-là, je commence par leur raconter très rapidement mon parcours, en fait, par me situer dans le sujet. Et ça, je pense que c'est une première étape nécessaire. On n'est aucun d'entre nous, je pense, autour de cette table, parfaitement neutre et objectif sur ce conflit, sur ce sujet, comme sur tant d'autres d'ailleurs, parce qu'on a tous des parcours, des traditions, des amis, de la famille, des lectures. Donc, d'abord se positionner. C'est vrai que moi, j'ai passé 8 ans de ma vie à travailler sur l'eau à Jérusalem,
Et je ne le comprends que maintenant, mais je dis toujours à mes étudiants, l'eau, c'est par définition un besoin partagé. Tout le monde a besoin d'eau, tous les jours, plusieurs fois par jour. On parle beaucoup en ce moment de la guerre de l'eau, mais en fait, en vérité, c'est beaucoup plus souvent un motif, un facteur d'inclusion que d'exclusion. C'est-à-dire qu'autour d'un point d'eau, en fait, on se parle, on s'arrange dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle situation. Donc, oui, je pense que c'était une porte d'entrée d'abord très très concrète, a priori assez peu idéologique, qui prend aussi en compte la ville de Jérusalem dans sa matérialité. Et puis, mais en même temps, ça permet de ramener des sujets symboliques, religieux. On sait bien que l'eau, c'est un objet aussi qui est chargé de beaucoup de traditions. Donc, voilà, dire que quand on travaille sur cette région, on n'est pas obligé de travailler seulement sur le conflit israélo-palestinien. Et par exemple, je raconte souvent à mes étudiants des moments de cette histoire de l'eau à Jérusalem où les conflictualités ne se dessinent pas du tout selon les frontières identitaires actuelles, ni même d'ailleurs sur les frontières actuelles de l'époque. Au début du XXe siècle, à Jérusalem, on s'écharpe sur la question des bains publics ou de l'hygiène privée. C'est-à-dire que les gens du peuple qui ont l'habitude d'aller au bain public en veulent aux bourgeois, que ces bourgeois, il y a la synagogue le vendredi, à la synagogue le samedi, à la mosquée le vendredi ou à l'église le dimanche, ça change rien, parce que les bourgeois détournent l'eau qui est faite pour arroser les maraîchages, et que avant c'était bien mieux et on allait au bain public. Donc raconter que dans une ville comme Jérusalem, que dans une société comme celle de la Palestine de l'époque, il y avait des conflictualités, bien sûr, mais ces conflictualités n'étaient pas forcément dessinées sur les mêmes frontières que celles d'aujourd'hui. Voilà, c'est des choses comme ça. Et puis, après ce long travail sur l'eau, j'ai travaillé sur un livre. En fait, au début, c'était pas un livre, au début, c'était un cours à mes étudiants de licence. Je suis arrivé à l'université de Marne-la-Vallée, à Noisy-Champs, donc un public très divers. Et on m'a dit, crée un cours magistral pour la licence 3e année. Et dans l'urgence, un petit peu, je me suis dit, comment est-ce que je peux raconter l'histoire de Jérusalem à un public qui, pour la plupart, n'y a jamais été, dont certains ont une culture religieuse, d'autres pas du tout. Et pour ceux qui ont une culture religieuse, en fait, c'est des cultures religieuses très, très diverses, quoi. Et je me suis dit, je vais pas y arriver. Enfin, si je fais une histoire avec des chapitres, tout ça, ça va pas marcher. Et donc, ça, c'est une stratégie pédagogique. J'ai intitulé ce cours Jérusalem 1900. Déjà, c'est rassurant pour les étudiants ou pour les lecteurs maintenant qui lisent le livre. C'est-à-dire qu'on fait comme si on allait, comme ça, prendre une photo de la ville. Et puis, par contre, c'est pas comme l'eau. L'eau, j'ai fait, pendant un siècle, j'ai travaillé un seul thème, mais sur une longue durée. Là, une très courte durée et tous les thèmes. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi cette période ? Ben parce que on pourrait dire que c'est le sous-titre du cours et du livre, c'est La ville sainte à l'âge des possibles. C'est un moment relativement apaisé de l'histoire de Jérusalem et des sociétés d'ailleurs arabes, musulmanes, chrétiennes et juives, sionistes, proto-sionistes. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant, pourquoi est-ce qu'il est utile de raconter à des élèves des moments d'une histoire plus apaisée qu'aujourd'hui ? Mais parce qu'il n'y a même pas besoin ensuite de leur mettre un sous-texte. Ça veut dire, et c'est pas, on ne parle pas de Al-Andalus, voilà, c'est très loin, etc. On parle des années 1900-1910, c'est nos grands-parents, arrière-grands-parents, quoi. Ça veut dire que si c'était apaisé il y a un siècle, bah, ça pourrait l'être à nouveau. C'est presque un message subliminal, mais qui est intégré dans. Donc voilà, par exemple, ne pas parler de l'histoire de cette région, ou cette ville de Jérusalem, seulement quand il y a des affrontements. Parce que les jeunes dont on parle, et les adultes aussi d'ailleurs, à chaque fois qu'ils ouvrent leur télévision ou leur radio ou leurs réseaux sociaux, n'entendent parler de cette région que quand il y a des affrontements ou des attentats ou des morts ou des drames. Ce qui est d'ailleurs un peu une logique globale du système informationnel. On ne fait pas une une pour dire tout va bien. Tout va bien à Valencia, il n'a pas plu, il n'y a pas d'inondation. C'est sur tous les sujets, en fait. On est quand même dans un système informationnel de la catastrophe et du drame. Donc, sur le conflit israélo-palestinien, c'est vrai que les sources sont aussi celles-là,
les gens qui ne vont pas sur place peuvent penser que l'affrontement est absolument permanent, qu'il est absolument permanent aujourd'hui et qu'il était permanent dans l'histoire. Donc voilà, c'est des stratégies pédagogiques, en fait, et scientifiques, pour essayer d'ouvrir l'écoute de ceux à qui je m'adresse, que ce soit mes élèves ou le plus grand public, pour déjà les faire bouger dans leur certitude, ou aussi parfois dans leurs incertitudes, parce que bien souvent, ce sont les incertitudes qui sont... C'est aussi souvent les gens à qui je m'adresse, je me rends compte qu'ils savent qu'ils ne savent pas. Ils savent qu'ils ne savent pas, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en attente de contenu, mais comme ils sont frappés émotionnellement par ce qui arrive, ils veulent prendre une position. Ils ont besoin de prendre une position, et ça, c'est un réflexe, ça, c'est les psychologues qui l'expliquent le mieux, c'est-à-dire qu'une position dure, quelle qu'elle soit, enfin une position tranchée, c'est un refuge psychique. Quel que soit le sujet. Sur le Covid, comme sur le conflit israélo-palestinien, comme sur n'importe quoi. Ça permet de faire baisser l'angoisse, en fait. Donc, notre travail, c'est un peu délicat, c'est de sortir nos interlocuteurs d'une bulle cognitive qui est un refuge psychique. Donc ça peut être un peu douloureux. Il faut quand même d'abord partir de là. Les faire sortir d'une zone de confort pour les amener à voir autre chose. Au départ, c'est un peu violent parce que c'est déstabilisant, c'est insécurisant. Et encore une fois, là, pour des jeunes, pour des moins jeunes, pour n'importe qui, en fait. L'émotion produite par ce conflit, et en particulier depuis le 7 octobre 2023, provoque des replis que moi, j'ai même pas envie d'appeler des replis identitaires, qui pour moi sont vraiment des replis psychiques dans des bulles cognitives qui sont en fait des refuges, parce que s'arrêter de penser, ça permet en fait de faire baisser l'angoisse. Voilà, donc c'est le travail de tout mon parcours en fait depuis que j'ai commencé à travailler sur cette région il y a presque une trentaine d'années maintenant. Là, ce qui est intéressant là, dans ce que vous amenez, c'est cette pédagogie du détournement, c'est-à-dire au final, on prend le même espace, on le transpose 100 ans avant, et ça nous permet, à nous, auditeurs de votre cours, de prendre conscience qu'en fait, il pourrait en être autrement. Ça, c'est la force de l'histoire, peut-être. C'est vrai que en tant qu'éducateur dans le réseau Virage, on va utiliser cette pédagogie du détournement pour essayer de sortir les jeunes qu'on accompagne de cette bulle cognitive que vous avez très bien décrite. La question, le problème, c'est qu'on n'est pas tous historiens, nous, dans notre quotidien professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres techniques de détournement, de choses qui dans tous les débats que vous avez faits, dans tous les étudiants que vous avez fréquentés, j'imagine que vous en avez entendu des vertes et des pas mûres, est-ce qu'il y a d'autres techniques comme ça qui permettent un peu d'apaiser, de sortir de la confrontation directe qui caractérise notre société? Oui, alors, d'abord, il y a un malentendu, il y a quelque chose qu'on entend souvent, et que d'ailleurs parfois soi-même, même comme professionnel, on se dit, et dont on doit se méfier. Et en particulier quand on s'adresse à des jeunes, pour le coup à des ados, dont on sait qu'ils ont une sensibilité, on va dire, à fleur de peau, pour tout, que ce soit sur le plan affectif, sur le plan, que ce soit nos ados, nos enfants, ou nos élèves, voilà, on sait que c'est épidermique. À mon avis, là où on fait un peu fausse route, c'est-à-dire, je pense, là où on fait les adultes inopérants, ou les profs inopérants, c'est quand on dit faut pas rester dans l'émotion. Alors, on a complètement raison, il ne faut pas rester, le mot c'est rester, dans l'émotion, mais si on commence comme ça, moi je l'ai vu, si on commence comme ça, on perd l'auditoire. C'est-à-dire qu'on est quand même ça veut dire, moi en fait j'ai pas d'émotion, je suis un monstre froid parce que je suis un historien, ou un scientifique, ou un sociologue, ou un psychologue, ou peu importe, je suis un expert, je suis un spécialiste. Puis en plus je suis un adulte, et donc je t'explique, il faut pas... Donc ça veut dire que ton émotion n'est pas légitime. Alors,
Donc voilà, ça c'est pour essayer de répondre. Donc accueillir les émotions, les accueillir vraiment, pas comme un moment, bon alors allez-y, pleurnichez, puis après on va, mais vraiment comme un vrai moment, comme un temps d'écoute et d'accueil et d'interaction et tout ça. C'est en classe. Alors c'est très difficile de demander ça à des enseignants parce que ça peut fragiliser la relation pédagogique. Ça peut déstabiliser, oui, cette relation pédagogique. C'est pour ça que il faut y aller, petit à petit. Moi, depuis le 7 octobre, très très vite, je ne sais pas si vous aviez fait attention, on a très vite entendu, d'un côté, on va dire, des gens, alors après le 7 octobre, hein, donc après les attaques terroristes du 7 octobre, il n'y avait pas encore Gaza, du côté des gens très pro-israéliens, c'était on veut pas d'analyse, on veut pleurer les morts, et seulement pleurer les morts, et il faut, on n'a pas le droit de commencer à analyser, et puis d'ailleurs, expliquer, c'est excuser, enfin, vous connaissez tout cet enchaînement. Et puis à l'inverse, il y avait du côté de, on va dire, ceux qui sont plutôt pro-palestiniens, une réticence à accueillir l'émotion et une volonté de passer immédiatement à l'analyse. Immédiatement, sans passer par la case émotion. C'est une situation coloniale, les Palestiniens sont colonisés, sont dépossédés de leurs terres, les Gazaouis sont des réfugiés, tous les arguments sont justes les uns après les autres. Hein. Cette histoire-là ne commence pas le 7 octobre. Et donc, alors, la formule qui m'est venue, moi, qui suis intervenu dans les médias très tôt, dès le dimanche 8 octobre au matin, sur France Inter, j'avais demandé de prendre, j'ai juste pris le samedi, moi, après-midi, de silence, et j'ai tout de suite perçu ce débat, c'est-à-dire, est-ce que, alors bien sûr, moi, on m'invite, a priori, on attend que je sois froid, non seulement que je ne reste pas dans l'émotion, mais que je la mette à distance. Et à l'inverse, il y avait des gens au téléphone, il y a des gens qui étaient en larmes, et l'image qui m'est venue, c'est autour de la question de l'humanité, en fait. Ce qui est humain en nous, c'est le cœur et la raison. Et il faut parler, je l'ai dit au micro, là, dans le moment dans lequel on est, il faut parler à la fois au cœur et à la raison. Et si on ne le fait pas, c'est le ventre qui va parler. C'est-à-dire la rage, pour le coup, le désir de vengeance d'un côté ou d'un autre. Mais c'est le cœur et la raison, les deux. C'est pas, et il faut les tenir ensemble. Et donc, moi, j'ai toujours essayé, dans mes interventions publiques, mais aussi avec mes étudiants, de ne pas faire comme si je n'étais pas ému. Parce qu'en fait, on est tous émus. On est tous humains, et donc, tous, le samedi 7 octobre après-midi, on était frappé de sidération, comme le 11 septembre, enfin comme quand il y a des méga attentats comme ça, et de même que les images qui nous arrivent de Gaza nous bouleversent, parfois nous sidèrent, parfois nous laissent sans voix. Donc, c'est, voilà, une réponse parmi d'autres, hein, c'est de légitimer leurs émotions, et j'essaie d'utiliser le moins souvent possible le « mais » sur ce sujet, parce que le « mais », surtout chez les ados, ils entendent très bien. Quand on dit quelque chose, si on dit un « mais », ça annule toute la phrase d'avant. Donc, légitimer leurs émotions et les encourager à ce que ces émotions servent de moteur. Donc, leur dire que c'est bien d'avoir des émotions parce que c'est un moteur. De moteur de réflexion et éventuellement d'action. Ça peut de prise de position, de militantisme, c'est pas un problème. Mais mettre les choses dans cet ordre-là, quoi. Remettre les choses dans le bon ordre, et sans s'enfermer, pour le coup, nous-mêmes, dans une posture d'expertise froide, parce que je crois que ça marche pas. Je crois que ça marche pas. Quand vous disiez c'est compliqué peut-être de demander ça à des enseignants, je pense que c'est plus que compliqué, c'est complexe pour pas dire impossible. Dans un cadre de cours et de pédagogie quotidienne, ce qui nous semble intéressant, nous, de promouvoir et qu'on
qu'on mettra en scène en diffusant cet outil qu'on a conçu, c'est qu'il ne faut pas qu'il le fasse seul en nombre, c'est-à-dire je crois vraiment, et peut-être c'est un enseignement qu'on peut tirer aussi d'autres actions de prévention qui ont eu lieu beaucoup au sein de l'éducation nationale et qui ont encore lieu ou qui doivent se développer et qui sont sensibles. Je pense notamment à tout ce qui touche à la question de la vie intime, affective et sexuelle. Il y a quand même beaucoup de sujets aujourd'hui qui font référence à ces questions de cœur, de tête et ou de ventre. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, vraiment, c'est que aucun professionnel ne se lance dans ces entreprises seul en nombre, au moins à deux et avec le plus de diversité possible. Donc un enseignant avec un psychologue, un enseignant avec un intervenant extérieur d'une association quelconque et vice-versa, de manière à ne pas s'exposer à quelque chose de trop frontal et duel aussi. Entre les adultes et les ados. C'est certainement une clé pour le futur, je pense, de ces actions-là. Alors évidemment, dans le moment, il est arrivé quelque chose, on le voit avec les minutes de silence, avec tout un tas d'événements, on a tendance à dire bah, c'est dans chaque classe, donc c'est l'enseignant qui doit gérer, etc. Il y a de plus en plus d'expériences quand même où ça s'organise collectivement au sein de l'établissement et où des appels sont faits à des professionnels extérieurs pour faire avec, pas faire à la place, mais faire avec. Non, non, je me retrouve entièrement dans ce que vous avez dit. Hein. Quand j'ai dit c'est difficile à faire pour un enseignant, vous dites c'est pratiquement impossible. Il faut collégialiser l'effort, il faut le rendre. Je pense aussi ce qu'on fait ici. Alors, très concrètement, moi, après le 7 octobre, j'ai reçu beaucoup de mails d'enseignants du secondaire que je ne connaissais pas, qui trouvaient mon adresse comme ça, mon adresse professionnelle, et qui me disaient deux choses. J'ai utilisé votre intervention au journal d'Arte d'hier pour ouvrir mon cours. Bon, là, ça ne peut pas faire plus plaisir C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est très concret, c'est-à-dire parce que ça cadrait, parce que ça m'a aidé parce que vous aviez... c'est exactement ça. J'étais pas à ce cours, ça aussi, mais c'est super. On prend un contenu qui est disponible dans l'espace public, dans le débat public, et on le passe aux élèves parce qu'on a l'impression qu'ils cadrent et parce que là pour le coup, faut assumer le mot, c'est d'une certaine manière un discours d'autorité, qui fait autorité, parce que si ce monsieur il est au journal d'Arte, a priori. Voilà, il a un petit bagage, en tout cas, on va l'écouter un tout petit peu plus longtemps, peut-être que moi, simple enseignant ou simple enseignante. Je pense que c'est intuitivement et ça, c'est évidemment, ça va très bien. Alors ça s'est fait aussi avec ce podcast Israël-Palestine, Anatomie d'un conflit, qu'on a réalisé dans des conditions... moi, je n'avais jamais travaillé comme ça, c'est-à-dire que la direction de France Inter nous a demandé à Thomas Snegaroff et à moi, enfin d'abord à Thomas, et puis Thomas de réaliser quelque chose en quelques jours, et littéralement quelques jours. La totalité du podcast, 6 épisodes de 15 minutes, a été enregistré en une matinée, un mercredi matin, sans notes. Et moi, d'abord, je me suis cabré. Là, c'est l'enseignant qui parle, justement. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où nos pratiques pédagogiques, nos pratiques enseignantes, même quand on est... spécialiste, et moi ça m'allait pas. Je disais à Thomas, non, il faut me laisser 15 jours, il faut qu'on... Et il m'a dit non, d'abord parce que les gens ont besoin d'entendre quelque chose de complet, d'exhaustif à peu près, enfin pas forcément d'exhaustif, mais on va dire de suivi sur une histoire de ce conflit maintenant, pas dans un mois, premièrement, et puis deuxièmement, et là c'est encore Thomas Snegaroff, il a été prof d'histoire pendant très longtemps dans le secondaire, et puis maintenant il est journaliste. Et il m'a dit, et par ailleurs, il ne faut pas que ce soit trop académique, trop scolaire, et donc si tu as plein de notes devant toi, d'abord ça va être trop long, mais surtout ce sera moins spontané. Et donc, de là aussi le tutoiement qu'on a mis en place, que moi j'ai accepté parce qu'on se connaît, et puis
Et c'est vrai que donc cette spontanéité fait parfois que par moment, ça donne une certaine fragilité à l'échange. C'est-à-dire que Thomas me dit, mais je comprends pas machin, et moi, je suis un peu désarçonné par l'action, je dis, ah oui, tu as raison. Et là aussi, on a la question de l'accueil, c'est-à-dire que les gens qui écoutent se disent, ah ben tiens, il sait pas forcément tout, ou ah ben tiens, c'est pas si simple que ça, je sais pas comment exprimer les choses, mais voilà. Et ça aussi, c'est moi-même des choses que j'ai découvert un peu au fil de l'eau. Pour finir sur les enseignants, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'intervenir en particulier devant des syndicats d'enseignants, donc qui sont des lieux de formation, hein, enfin, d'échange, de formation. Après le 7 octobre 2023, de façon assez contre-intuitive, d'abord, il ne s'est pas passé grand-chose dans les classes elles-mêmes. Ça a été d'ailleurs la bonne surprise. Le ministère était paniqué, les élèves se tenaient bien, étaient plutôt à l'écoute, plutôt réceptifs. Et où est-ce que ça s'est très mal passé? D'abord, dans les salles de profs, dans les salles des profs. Parce que ça réveillait en fait des positionnements, des conflictualités, et là pour le coup, idéologiques, on va dire, avec des positions bien ancrées, quoi. Et là, bon, on a eu des échanges parfois un peu rugueux avec ces syndicats enseignants où je leur ai dit, c'est nous les adultes. On a parfaitement le droit de ne pas être d'accord. On a même le droit de s'engueuler entre adultes. On a même le droit, d'être vraiment pas d'accord, mais pas devant les enfants, en fait. C'est presque un discours de pas devant les enfants. C'est-à-dire, on est en fonction pédagogique, et donc, on ne s'engueule pas dans la salle des profs, on ne s'engueule pas dans les boucles WhatsApp de profs, on n'annule pas des projets pédagogiques parce que, voilà. Donc, c'est encore plus compliqué que seul, ou voilà, on a besoin aussi là pour le coup, pas de tiers séparateur, mais de tiers qui vient faire qu'on parle un petit peu moins, on écoute un petit peu plus et on se met en mouvement, quoi. Le podcast, il a servi à ça. Je sais qu'il y a plein de collègues qui, face un peu à l'afflux des demandes des gamins et tout ça, puis ils se sont dit, bon, écoutez, on va couper la salle, la classe en 6, vous prenez chacun un épisode, petit groupe de 4, vous l'écoutez, vous me faites un compte-rendu par 4. En fait, c'est tout simple, hein. Et on prend les 4 premiers, puis les 4 premiers, mais c'est des choses pédagogiques très simples. Ça fait que le prof, du coup, il est légèrement en retraite, enfin, il est même bien en retraite, bien assis sur sa chaise, sur sa position pédagogique. Et on peut même, d'ailleurs, à un moment, il peut même dire, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit le mire et tout, c'est pas grave, le mire n'est pas dans la salle. Il n'est pas, il n'est pas en cause. Donc, c'est des choses comme ça. Il y a des profs aussi qui m'ont dit qu'ils ont beaucoup utilisé la BD, parce que aussi c'est de la BD, parce que tout de suite, les élèves vont s'intéresser, se dire, tiens, c'est original, voilà. Je crois qu'on est vraiment dans un moment où, et le support que vous venez de publier en témoigne aussi, le monde éducatif, au sens très large, et pas seulement l'éducation nationale, mais aussi à l'extérieur des murs de l'éducation nationale, dans toutes les structures de réinsertion, tout ça, a besoin pas seulement de soutien, mais d'aide, en fait. D'aide très, très concrète, quoi. Et, souvent, les élèves, ils peuvent être aussi des acteurs, hein. Moi, j'ai quand même le souvenir, quand on demande sur des sujets un peu sensibles, quand on demande aux élèves de se mettre en groupe et de faire un exposé sur le sujet. Du coup, souvent, les jeunes sont plus respectueux des élèves qui sont en train de faire l'exposé, et en même temps, donc bien avec une supervision de l'enseignant. Mais voilà, moi, j'ai quand même le souvenir, en 6e, j'ai fait un exposé sur les accords de Camp David, quoi. C'est la prof d'histoire qui m'a demandé de le faire. Elle s'est voilà, mis en arrière. Même chose pour la guerre d'Algérie en terminale. Mais moi, je suis entièrement d'accord, mais là, peut-être qu'on peut aborder un autre... c'est que nos collègues enseignants du secondaire, ils ont à la fois besoin d'être aidés concrètement, d'avoir des supports, etc. Ils ont aussi besoin, pour le coup, d'être soutenus par leur tutelle, au pluriel, et d'être encouragés à ça. Là, on peut le dire tranquillement, et c'est un des diagnostics qu'on peut faire après le 7 octobre, c'est que les tutelles, c'est-à-dire les autorités politiques et administratives, n'ont pas soutenu ces efforts-là. Elles ont eu peur, ce qu'on peut comprendre, et plutôt que de rassurer les enseignants en disant mais il y a cette façon de faire, il y a cette façon de faire, on peut faire de la pédagogie inversée même sur ces sujets-là, en faisant attention, en étant canalisé, etc. Le discours, en gros, hein, qui est l'inverse de ce qu'on est en train d'essayer de faire là, le discours, ça a été le couvercle. Et vraiment. Ce qu'on retrouve aussi dans l'affaire Samuel Paty, ce qu'on retrouve dans énormément d'affaires sensibles, pour reprendre notre émission de France Inter, qui nous
qui nous heurte beaucoup. Moi, j'aimerais. Il y a une question, mais peut-être que Yazida et Catherine, vous pouvez. C'est super intéressant ce que vous avez décrit de. Ok, il faut maintenant faire un podcast de 6 épisodes. Mm. Euh, Nous, on a commencé à travailler sur sur l'outil il y a 1 an, juste après les attentats du 7 octobre, et on s'est rendu compte de l'abyssale complexité de résumer un conflit et avec des mots pour éviter de produire ce qu'on cherche à prévenir. Parce que c'est ça le risque. Si on fait pire que ce qu'on essaye de résoudre, on a tout perdu, quoi. Et, et le temps pédagogique et le temps de la réflexion, en tout cas, je sais pas, vous pouvez témoigner toutes les deux de cette Ah oui, tout à difficulté. fait. La réaction, elle a commencé avec ce que nous avait ramené du Canada, donc l'outil canadien, à peu près sur les mêmes sujets, commencé en 1948. Donc, moi, d'entrée, j'ai fait des études d'histoire, donc ça me paraissait un peu bizarre de commencer cette histoire. Donc, on a commencé à réfléchir avec Catherine, qui est associée très vite au projet. Donc, je me suis chargée de la frise chronologique, avec plein de questionnements, plein de choses que j'ai dû retirer, plein de choses. J'étais pas l'Olivier, malheureusement. J'avais pas 250 pages. Donc, de faire un choix qui me paraissait vraiment difficile à faire entre... moi, j'ai plutôt une formation en histoire des religions, donc ça me paraissait important de disperser dans la frise quand même des éléments religieux qui sont hyper importants pour ce sujet du conflit. Et ben, j'ai dû les enlever. En général, la plupart du temps, on les doit retirer parce que à chaque fois, je me disais comment être d'accord avec tes propres désaccords. En me disant comment ça va être reçu. Voilà. Et donc, avec des relectures de gens qui sont des théologiens, des historiens. Voilà, on en est arrivé là et en même temps, on est dans une histoire qui est une histoire dynamique, qui n'a pas de fin. Au moment où la dernière fois où on a écrit ces lignes, il venait d'avoir le 17 octobre. Entre-temps, il s'est passé plein d'autres choses. Donc, quand est-ce qu'on s'arrête aussi dans cette histoire? Ça a vraiment été un problème et c'est toujours un problème. Pour moi, c'est pas satisfaisant, en tout cas, la frise chronologique. Parce que, bien évidemment, on va passer à côté de certaines choses et d'autres choses qui sont dites, etc. etc. Oui. L'autre question, c'est aussi qu'on est à la fois dans un contexte historique, conflictuel, émotionnel et religieux. Et dans un travail pédagogique aujourd'hui, que ce soit au sein de l'éducation nationale et dans beaucoup de structures financées par les autorités, les services publics, on a, à l'aune de la laïcité, perdu tout sens commun pour permettre aux adultes de parler encore de religion aux enfants et aux adolescents, sans être suspectés de faire de l'apologie de je ne sais quelle croyance. Et puis aux ados eux-mêmes de parler de ça sans être suspectés de radicalisation, d'atteinte à la laïcité. Tout à fait. Et du coup, sur cette question, on a tous ces problèmes-là. Alors que si on arrête de parler de religion et qu'on parle juste de spiritualité et qu'on parle en plus de toutes les religions entre elles, et là on a vraiment de quoi le faire, ça devient beaucoup plus porteur pour nos ados. Oui, c'est vrai que ce travail, enfin en tout cas, ce qu'on a pu observer, c'est énormément de réticences, et finalement les mêmes réticences qu'on peut observer quand on veut aborder des sujets, comme tu disais, tels que la religion, où il y a vraiment cette peur de qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse en face et comment est-ce qu'on va gérer ces réponses. Donc c'est la difficulté sur l'apport pédagogique, du coup, c'était effectivement de nuancer le propos, de le complexifier, mais de le rendre accessible et surtout d'équilibrer. Et de faire des choix dans qu'est-ce qu'on va aborder, qu'est-ce qui est important de comprendre pour quelqu'un qui finalement ne sait pas grand-chose, mais lui permettre quand même d'avoir des clés de compréhension.
sans le construire comme on construirait un cours magistral, mais plutôt comme un outil. Voilà. Et c'est vrai que toutes ces réticences, elles ont été, elles nous ont aussi, évidemment, à un moment donné, un peu, on s'est remis pas mal de fois en question. Ça n'a pas été facile, en vérité. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que vous aussi, dans votre travail, vous avez rencontré ce type de difficultés et à quel moment et comment est-ce que vous arrivez à gérer, en fait Oui. Oui. Non, bien sûr. Oui. En fait, qu'est-ce que c'est que... Non, enfin, qu'est-ce que c'est qu'un enseignant-chercheur du supérieur? C'est quelqu'un qui se coltine avec les mêmes difficultés depuis 20 ou 25 ans, mais qui a beaucoup plus de temps pour les surmonter. On va se dire les choses. Ouais. Et qui, voilà. Et c'est là que je parle de collégialité qui est là. Alors, sur la question du religieux, tout ce que vous avez dit est complètement juste. Le premier qui l'avait diagnostiqué, c'était Régis Debray. Il y a déjà 10 ans, 15 ans 2002, je crois. 20 ans, donc, 22 ans. Parce que, voilà, on lui avait fait une demande disons que on est de plus en plus nombreux à savoir, à comprendre que on ne peut plus exclure l'histoire religieuse de nos écoles et de nos collèges et de nos lycées. Il y a une demande. Si on ne la traite pas en interne, elle sera traitée ailleurs. Parfois bien, parfois moins bien. Donc là, je pense que le diagnostic, là maintenant, on commence à... Bon. Et puis on est ici en Alsace. On sait qu'il y a aussi... il y a des régions où on peut travailler de façon différente et adapter un peu le cadre. J'entends tout à fait ce que vous avez dit sur, finalement, dans les frises chronologiques ou dans un résumé ou dans un cours, finalement, quand on nettoie, quand on rabote, c'est toujours ce qui finit par sauter. Parce que c'est de ça dont on est le moins sûr, quoi. Les faits politiques, l'Assemblée générale de l'ONU vote le plan de partage en novembre 1947, on est tranquille, on vérifie bien, on regarde Wikipédia, tout ça, on est sûr, on ne se trompe pas de date, de tout ça, on énonce un fait et tout va bien. Quand on arrive sur le religieux, on ne sait même pas comment le dire. En fait, c'est juste un problème des fois très concret on ne sait pas qu'est-ce qu'on dit, Jésus, pof, tac, Mahomet, prophète, tout de suite en fait. Ça va très très vite. C'est très... Alors, moi, une de mes ruses, de mes stratégies, ça a été, mais c'est vrai que c'est une bande dessinée, j'avais 250 pages, ça a été de me dire, je vais donner la parole aux acteurs de l'histoire. Donc, je pense qui fait le succès de cette BD, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, en fait, on va dire, d'éducation religieuse, au sens large. Ils me disent, je ressentais un manque, je sais que j'ai pas la culture qu'il faut pour comprendre ce qui se passe là-bas, et j'ai pensé que cette BD pourrait m'y aider. C'est vraiment un truc il me manque quelque chose, quoi. Et depuis l'ado 15-16 ans, jusqu'à des fois des gens très très âgés. Voilà. Donc, là, moi, le narrateur, qui est moi, qui est l'Olivier, j'essaye de le maintenir vraiment au strict minimum. Les cartouches, en fait, c'est la voix off, on dirait, dans un documentaire, c'est vraiment de la mise en place. En 638, le calife Omar. Et après, je cherche des sources, et c'est ça qui m'a pris le plus de temps. C'est là qu'on revient au problème. Moi, j'ai le temps, mais la plupart des intervenants ne l'ont pas. Ça m'a pris 6 ans. Comment on trouve dans des sources authentiques des acteurs qui vont dire avec leurs mots des choses parfois, mais comme il y a une bulle, c'est pas grave, c'est comme quand il y a des guillemets, ça peut même être un peu choquant, mais il y a des guillemets, il y a une bulle. Donc c'est pas moi. Mais ça, c'est hyper chronophage. Et alors, c'est sûr que ça a un double avantage, c'est que d'abord, par exemple, pour des jeunes publics, c'est toujours c'est plus accrocheur d'entendre parler quelqu'un de l'époque, du 7e siècle, du 12e siècle, dans ses mots à lui, et une espèce de rugosité, de relief comme ça, c'est un peu... Parfois, ça peut être un peu provoquant, tout ça, plutôt que d'entendre
un truc qui est mouliné, et encore une fois, le discours d'adulte de 2024 qui va raboter tout ça, qui va rendre les choses un peu lisses, ça perd un peu de saveur, quoi. Voilà, donc ça, c'est une première stratégie pédagogique qu'on fait parfois quand on fait de l'étude de documents, en fait. Hein. Alors, tout ça, hop, l'appel à la croisade de Urbain, bon, bah, c'est Urbain qui parle. Ah ouais. Et, bon, c'est ce on sait tout ça. Mais quand on doit résumer tout ça sur une frise chronologique, c'est hyper difficile. Et puis il y a une deuxième, si on reste sur cette question du religieux, il y a une deuxième obsession que moi j'avais sur cette BD, qui je pense est un des trucs qui fonctionne bien, c'est de valoriser, on va dire. Valoriser, ça veut dire quoi en BD? Ça veut dire accorder plus de place par rapport à d'autres choses, parce que c'est toujours des choix. C'est toujours des choix. De valoriser des moments ou des épisodes où on repère des formes de porosité entre les traditions religieuses, ou de circulation, ou d'échange, ou vraiment. Et évidemment, Jérusalem est le bon objet pour le faire. Si j'avais fait une histoire de la Mecque, ça aurait été bien moins poreux. Si j'avais fait une histoire de Lourdes, ça aurait été pas du tout poreux. Enfin, voilà. De bons exemples. Ou l'histoire de la grande synagogue. Bon. Donc, on est dans un lieu qu'on ne peut approcher que par ses porosités, puisque comme ils partagent tous les mêmes lieux saints, ça peut donner lieu à des affrontements très durs, ça peut donner lieu à des massacres, ça peut donner lieu à des destructions, mais au passage, ça donne aussi lieu à des échanges et à des porosités. On se récupère des figures, on les islamise, on les rejudéaise, on les christianise, on machin, tout ça se... Et donc, on n'a pas besoin, en fait, d'aller très loin pour... Et ça, je vois bien que pour les jeunes lecteurs, c'est... en fait, il y en a... Mais des choses parfois énormes de découvrir que Slimane, c'est Salomon. En fait, c'est juste... Enfin, je veux dire, c'est la même personne. C'est la même personne, littéralement. Slimane, c'est Salomon en arabe, en fait. Que Moussa, c'est Moïse, bon, ça, il le sait. Mais que Daoud, rien que les prénoms, rien que de se rendre compte que toutes ces traditions religieuses ont quand même un berceau commun et que on n'est pas là en train de repeindre le truc en rose et de dire c'est un village des Schtroumpfs et ils s'adorent. Ils sont tellement proches que parfois ils se massacrent. Mais il y a vraiment il y a des porosités. Mais ça aussi, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de... Voilà. Après, notre travail à nous tous, chacun là où on est, c'est de proposer des supports de restitution qui sont le plus accessible possible, le plus praticable, le plus clé en main, pour que, je sais pas, moi, il y a plein d'enseignants qui m'ont dit, il y a une planche là dans cette BD qui sert beaucoup, c'est celle où alors, encore une fois, le calife Omar arrive à Jérusalem sans doute vers 638. On n'est pas sûr qu'il était là, mais c'est pas grave. Moi, en plus, j'ai mon Olivier. Alors, il y a le calife Omar, puis l'Olivier dit, moi, je suis pas sûr de l'avoir vu par ici. Donc, ça permet tout de suite de dire histoire, mémoire, légende. Mais bon, il y a deux récits. Et puis, le calife Omar cherche le rocher d'Abraham. Ibrahim, comme il l'appelle. Et il convoque un vieux rabbin qui s'appelle Abou Isaac. Alors, Abou Isaac, c'est le père, mais quand même Abou Isaac, qui s'appelle le père d'Isaac. Donc, le père d'Isaac, c'est Abraham, hein, dans la tradition. Donc, comme par hasard, ce vieux rabbin, et en plus, c'est un vieux rabbin yéménite qui est, dit la tradition islamique, en voie de conversion, ou même déjà converti à l'islam. Donc, il est à la fois très juif et puis très, très musulman. Enfin, déjà musulman. Et ce rabbin Abou Isaac, il montre le rocher, il dit à Omar, mais il faut que tu creuses là, tu vas le trouver. Il le trouve. Et puis ensuite, Omar lui dit, alors où est-ce qu'on fait le lieu de prière? Et il lui dit, bah, t'as qu'à le faire au même endroit, comme ça, la prière vers Moïse, Moussa, rejoindra la prière vers le prophète, vers Mahomet. Et Omar lui répond, non, tu es en train de rejoindre le judaïsme, tu es en train de redevenir juif. Nous, on est musulmans, on va faire cette maison de prière. Au sud, on va prier vers la Mecque. Là, ça parle aux jeunes. Donc, d'une certaine manière, on va tourner le dos au rocher d'Abraham. Enfin, d'ailleurs, pas d'une certaine manière, très concrètement. Et puis ensuite, Abou Isaac termine le dialogue en lui disant c'est incroyable, tu viens en fait tu restaures ce lieu. Et nous, quand les Romains ont détruit le temple, alors là, il reparle à nouveau en juif, comme un juif, il dit on nous avait annoncé qu'un sauveur viendrait restaurer ce lieu. Et un sauveur, en fait, c'est le Messie, dans la tradition juive. Sauf que là, dans le texte arabe, c'est une source arabe, hein, c'est Ibn al-Arabi, c'est Farouk.
quel sauveur en arabe. Donc, c'est vraiment, vous voyez, on n'a pas besoin d'exagérer les choses, de dire mais si ils sont, c'est plutôt d'expliquer en fait aux jeunes que les traditions, elles sont très étanches aujourd'hui, sont très polarisées aujourd'hui, que depuis le 19e siècle, avec l'éveil des consciences nationales, des identités nationales, on a réussi en fait d'ailleurs à simplifier, à lessiver ces traditions de toutes leurs origines justement très diverses. Et maintenant, pour un jeune, un musulman, c'est vraiment un musulman, un juif, c'est vraiment un juif, un chrétien, c'est vraiment un chrétien. Ce qu'il faut leur raconter, c'est que avant, c'était beaucoup plus mixte, et ça les intéresse, ça les passionne vraiment. Et ensuite, ils restent chacun dans leurs identités, mais ils sont peut-être sortis de leur fameuse bulle cognitive dont on parlait au début. Oui, justement, ça m'amène à vous poser cette prochaine question, mais vous y avez déjà répondu en partie. En tant qu'historien, finalement, comment est-ce que vous aimeriez voir évoluer les pratiques pédagogiques pour aborder, par exemple, ça peut être le sujet des religions, mais aussi le conflit du Proche-Orient ou autre chose. Comment est-ce que vous, en tant qu'historien, vous aimeriez que les approches pédagogiques évoluent? D'abord, je pense qu'on a une responsabilité éminente pour le coup, la collectivité des historiennes et des historiens. On est vraiment appelés maintenant en permanence, soit à la barre des procès, soit devant les médias, parce que l'histoire en fait partie maintenant des armes discursives, idéologiques quand il y a des conflits, et donc on doit c'est à nous de répondre à tout ça. Et c'est jamais simple, quoi. On doit être soutenu par nos tutelles. Je suis intervenu il y a quelques semaines à Sciences Po. Ouais. On a créé, je ne suis pas prof à Sciences Po, mais la direction collégiale de Sciences Po cet été a décidé de créer un cycle de 12 leçons pour répondre en fait à ce qui s'était passé au printemps dernier, dans une stratégie exactement inverse à celle du couvercle. C'est-à-dire un minima la soupape, mais même un peu plus, on ouvre le couvercle, on regarde, et on fait confiance aux étudiants. On les réunit tous, dans leur grande diversité, dans un même amphithéâtre, et on met 12 enseignants, pas un, mais 12, sur toute l'année. Donc on fait confiance à la relation pédagogique. Et ça aussi, c'est quelque chose que... Voilà, je voudrais d'abord dire ça, c'est-à-dire que les enseignants doivent réaffirmer qu'ils ont une compétence qui est une compétence pédagogique. Et que ce qu'ils savent faire, c'est obtenir le silence quand ils parlent. On va dire les choses aussi simplement que ça. Pas forcément tout le temps, puis après, à la fin, ça peut brailler et tout ça, mais ils savent, c'est ça la relation pédagogique. Et ça ne veut pas forcément dire que les élèves adhèrent. Pour ça, il faut avoir le soutien de nos tutelles, il faut arriver à les convaincre, et c'est ce qui est en train de se passer, que rien n'est plus dangereux que de mettre le couvercle, parce que ça va faire exploser la cocotte. L'autre chose, c'est que je pense qu'il faut vraiment inventer des supports qui parlent vraiment aux plus jeunes, mais vraiment. C'est-à-dire, un podcast, ça ne peut pas durer 50 minutes par épisode pour un jeune d'aujourd'hui, mais d'ailleurs même un moins jeune. C'est un trajet de métro. Donc il faut s'adapter. Et c'est pas... donc voilà, j'ai des collègues parfois qui me disent « Ah non, c'est trop court, c'est trop long ». Il faut le faire. Il faut aussi essayer d'aller vers des plus jeunes encore. Là, on est en train d'adapter cette bande dessinée en série animée pour la télévision. Wow. Alors, c'est un énorme travail encore. On en a au moins pour 2 ans. Mais on fait le pari, enfin, on pense que en série animée, pour la télévision publique, on touchera un public encore un peu plus jeune. Parce que là, quand même, 250 pages, en dessous de 15, 16 ans, 14 ans, si on est vraiment passionné, c'est un peu ardu. Si c'est des petits épisodes de 12-15 minutes, on voit très bien que un gamin moins courageux qui n'irait pas sur la BD va... Donc, c'est des efforts comme ça. Parfois, sur des sujets, apprendre à leur parler avec ce qu'ils ont dans la main en permanence, c'est-à-dire leur smartphone. Alors le podcast, c'est ça aussi, c'est ça qu'ils aiment bien, c'est qu'en fait, ils l'ont, et puis ils ont leur casque et tout ça. J'ai développé l'an dernier une application 3D immersive et interactive
sur une histoire pourtant très dure, une histoire du quartier maghrébin de Jérusalem, qui a été rasé par l'armée israélienne après la guerre des 6 jours. Là, c'est l'inverse de Jérusalem 1900. Jérusalem 1900, c'est pour leur rappeler qu'il y a... Mais il ne faut pas leur raconter d'histoire non plus aux jeunes. Il ne faut pas leur dire « ça s'est toujours bien passé, il ne faut pas polariser, il ne faut pas exagérer, il faut bien s'entendre ». Il faut savoir aussi, parfois, aller dans les sujets les plus durs. Torture en Algérie, parce qu'ils ne sont pas bêtes. Et sur ces sujets-là, trouver des modes... Donc, par exemple, j'ai travaillé avec une agence qui fait du jeu vidéo, qui fait de la restitution vidéo et tout ça. On a énormément travaillé pour que ce quartier maghrébin, aujourd'hui, ils ont une appli, que ce soit sur Google Play Store ou sur Apple Store, gratuite, ils téléchargent. Et là, on voit bien derrière les ressources pédagogiques qu'il y a. On leur dit pour la semaine prochaine, parce qu'il y a des bâtiments qui sont identifiés, on clique dessus, hop, on a des documents qui sortent, des photos, des trucs, des récits. Toi, tu prends ça, toi, tu prends tel bâtiment, vous venez... Et ça les amuse. Ça les amuse parce que c'est pas un manuel scolaire, et on retranche rien sur le plan scientifique. Mais c'est vrai que c'est un investissement, c'est hyper chronophage, c'est cher, c'est tout un travail, quoi. Et ce travail-là, faut être clair, ne peut pas être fait par les acteurs quotidiens du monde éducatif. Ce que j'appelle les acteurs quotidiens, c'est ceux qui travaillent à plein temps à l'enseignement et à la correction de leurs copies. Les acteurs du supérieur, on va dire, du supérieur et de la recherche, pour moi, c'est ma conception, sont requis, surtout en ce moment, pour produire des contenus qui sont hyper qualitatifs, hyper attirants, et appréhendable clé en main par les collègues du secondaire. Mais ça se décrète pas, mais c'est quand même des tendances qui sont à l'œuvre, je pense. Et pour juste rebondir par rapport à justement ce quartier maghrébin, donc moi j'étais assez surprise, j'ai regardé un peu un résumé de ce qui avait été, de ce que vous écrivez. Et je me souviens à Jérusalem d'avoir été dans un hôtel et le monsieur s'appelait Abou Youssef El Tounsi. Donc du coup, El Tounsi, donc le Tunisien. Et donc en décryptant un peu, je me disais ça peut faire un super fil conducteur avec des jeunes élèves issus du Maghreb, puisque donc c'est le fils de Saladin, c'est ça Oui, c'est le fils de Saladin. Ouais. Boumedienne. Ouais, tout à fait. Boumedienne, donc un grand saint. Qui a enterré à Tlemcen, qui a vécu au Maroc, qui a donné son nom au premier président d'Algérie. Voilà. Ouais. C'est Abou Madiane. Ouais, mais parce qu'il y a un autre Abou Madiane à Oran. Il s'appelle vraiment Boumedienne. Ouais. Mais c'est quand même un peu la même. Oui, ça leur parle. Donc je me dis, tu vois, tu pars de là et tu racontes cette histoire et tu arrives jusque voilà. Moi, c'était quelque chose. Quand j'ai vu Jérusalem, il y a l'esplanade maintenant, devant le mur occidental, il n'y a aucune trace de ce quartier. Par exemple, avec des étudiants, sur ce sujet-là, je les ai fait travailler sur l'appli 3D, et puis au bout d'un moment, si ça fonctionne, ils disent « Mais monsieur, je savais, il faut que ça sache. » Alors, on va travailler ensemble pour nourrir la page Wikipédia Et là, ils sont, Super idée, alors là, ils sont sérieux, parce que c'est Wikipédia. Donc, ça fait très bien que ça tout va le être monde va regarder. Tout le monde, voilà, c'est pas de la blague, là, on est sur Wikipédia, c'est comme si on était à quotidien, quoi. Donc, voilà, c'est comment on les implique, effectivement, Al-Tounsi, Al-Marakchi, Al-Jazairi, ça leur parle immédiatement. De se dire, mais en fait, voilà, il y a des parcours, il y a des choses comme ça. Voilà, ne pas aussi éviter les sujets qui fâchent, j'allais dire, ou les sujets les plus difficiles, mais si je reviens sur mon propre parcours, moi, j'ai pas commencé comme ça. Je vous ai dit, j'ai fait 8 ans à travailler sur l'eau. Voilà, après, sur les années 1900, je n'aurais jamais pu travailler sur le quartier maghrébin, même moi, intellectuellement, psychiquement, avant au moins 20 ans d'expertise, d'apprentissage, de construction de réseaux sur place, de confiance sur place, etc. Donc, voilà. Ça me fait penser, il y a une chose sur laquelle j'avais envie de vous interroger, qui fait parfaitement le lien avec ça, c'est qu'on bosse donc sur des sujets hyper chauds. C'est-à-dire que dans une société où le ministre de l'Intérieur, quand les fans du PSG tendent une banderole Free Palestine, va dire non, c'est pas possible de faire ça. On va faire une enquête. Et inversement, de l'autre côté,
Quand on est trop pro-israélien, on va s'en prendre plein la gueule. Sur les questions de radicalisation qui sont les nôtres au réseau Virage, on va, si on essaye d'expliquer pourquoi certains jeunes vont être tentés par un islam radical, si on fait référence un peu aussi à la difficulté qu'on a en France de considérer la croyance religieuse comme un truc normal, voilà, dû à cette méfiance héritée, à cette laïcité mal comprise, mal digérée. Si on parle de l'histoire coloniale, on va être taxé d'islamo-gauchiste. De l'autre côté, si on va amener la question de la diffusion d'un islam fondamentaliste, après la chute de l'Empire ottoman et plus encore dans les années 80-90, on va être taxé d'islamophobie, etc. On se trouve dans une situation où, en tant qu'universitaire, ou même en tant qu'éducateur, éducatrice, j'ai le sentiment que c'est extrêmement compliqué de garder et une légitimité et cette autorité qui n'est pas si naturelle que ça, même si c'est plus facile quand on est universitaire, faut pas se mentir, mais malgré tout, comment est-ce qu'on s'en sort quand on est Vincent Lemire et qu'on traite d'un sujet hyper chaud comme le conflit israélo-palestinien? Et évidemment, ça fait écho avec ce que nous, on peut vivre dans notre quotidien, où parfois on a le sentiment d'avoir les fesses entre deux chaises. Voilà. Mais c'est évidemment une question quotidienne, parce qu'en fait, défendre, on va dire, la neutralité de son point de vue, à la fois en termes de contenu, mais aussi en termes de réception. Faut pas être, quand on est prof, on sait très bien que entre ce qu'on dit et ce qui est reçu, parfois c'est pas la même chose. Moi, je considère que sur un sujet comme ça, je suis responsable. Par principe, je suis responsable à la fois de ce que je dis et de la façon dont c'est reçu. C'est-à-dire que si je suis mal reçu, c'est que je me suis mal expliqué. Si je me fais piéger et que je me retrouve... Mon obsession, moi, depuis 25 ans, c'est de ne pas me retrouver cornérisé. Ce que j'appelle cornérisé, c'est bloqué dans un angle, et où du coup, je ne parle plus qu'à un petit morceau. Je considère qu'on est on fait de la recherche publique, on est payé avec de l'argent public, on a un devoir de restitution au public avec un X. Moi, c'est pas l'action grand public, c'est au public le plus large possible. Parfois, la formule que j'utilise, c'est j'essaye toujours de perdre le moins d'interlocuteurs que possible. Perdre le moins d'interlocuteurs que possible. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que dès qu'on parle, on en perd. On va pas se raconter qu'on parle à 100%. Voilà, il y en a là sur le bord là et sur le bord là, aux deux extrêmes, on va dire. On peut pas être, voilà, mais avoir l'éventail le plus ouvert possible. Alors, il y a aussi des stratégies d'énonciation, et puis moi, il y a effectivement un hasard dans mon parcours qui fait que je suis rentré d'Israël-Palestine à l'été 2023. J'avais passé 4 ans là-bas. C'est comme ça que j'étais présenté. C'est presque, vous avez passé 4 ans, immédiatement, ça donne une forme de légitimité. J'arrive du terrain. Mais en même temps, je n'y étais plus. Donc j'avais en même temps la distance. Et effectivement, je pouvais à la fois avoir de l'émotion et du recul. Et ça se travaille, ça peut même se dire, voilà. Une autre façon que j'ai parfois, c'est de toujours bien rappeler le plus possible le nombre de mes livres qui sont traduits et en hébreu et en arabe. Et là, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'argumenter derrière. Quand je dis que mon livre précédent a été publié en arabe par la maison Dar al-Farabi à Beyrouth, qui est une maison très militante, composée avec beaucoup de Palestiniens, d'anciens militants palestiniens, etc. Et le même livre, Jérusalem 1900, publié en hébreu par l'Université hébraïque de Jérusalem, qui est la plus grande université israélienne, qui est une université publique. Et c'est tout. Eh bien, c'est des façons d'essayer en permanence, voilà, de se maintenir, pas au-dessus de la mêlée, parce qu'en fait on est dedans, mais de parer le plus possible de coups. Mais ceci dit, même opérationnellement, ça n'est pas simple. Quand j'ai fait traduire ce livre en arabe et en hébreu, je le raconte aussi,
L'éditeur israélien, quand il a appris qu'il était publié à Beyrouth, a dit, mais Vincent, c'est Jonathan Nadav, m'a dit, Vincent, tu m'as pas dit que ton livre était traduit en arabe à Beyrouth. Je dis, mais tu m'as pas demandé, il est aussi traduit en chinois, en anglais. J'ai dit, non, mais ça, c'est pas le problème, tu te rends compte, il est traduit en arabe à Beyrouth. Je dis, oui. Il m'a dit, dans le comité éditorial, ça secoue, parce que donc tout le monde se dit que c'est un livre antisioniste. Exactement. Le livre avait été lu par le comité, il était en édition, il avait été validé, il me dit, il faut qu'on le relise. Je lui dis, bah, écoutez, relisez-le. Et très vite, 15 jours après, il me dit, non, écoute, on l'a bien relu, tout le monde l'a relu, c'est pas un livre antisioniste. Je dis, bon. Et là où l'histoire devient drôle, c'est que quelques semaines après, l'éditeur libanais m'a appelé en me disant, c'est vraiment un gag pratiquement, en me disant, oui, Vincent, tu ne nous avais pas dit que ton livre était publié en hébreu à l'Université hébraïque. Je dis, tu m'as pas demandé. Mais tu te rends pas compte, pour nous, Dar al-Farabi, ça n'est jamais arrivé. Donc c'est là que ça devient intéressant. Ça ne se fait pas. À l'intérieur de la maison, il y a plein de gens qui se disent, mais s'il est publié à l'Université hébraïque, c'est forcément un livre sioniste. Je dis, bah, écoutez, il faudrait savoir. D'accord, parce que moi, il faut qu'on le relise. Relisez-le. Et puis il m'a rappelé, il m'a dit, non, on a bien relu, c'est pas un livre sioniste. Mais donc c'est pour dire que c'est un travail, c'est un effort, c'est pas la pente naturelle. C'est faire, c'est rencontrer, faire face à des réflexes. Soit un livre il est traduit en arabe, parce qu'il va bien avec le public arabophone, soit il est traduit en hébreu, mais pas les deux. Donc, mais ça permet de construire des espèces d'éléments de preuve. Et je sais très bien, quand je suis arrivé à Sciences Po, là, c'était quand même le premier truc, il y avait des kéfiers, il y avait des kippas, il y avait tout. Et je suis arrivé, j'avais un livre, j'ai dit, bon, voilà, je suis Vincent Lemire, machin, j'ai un certain nombre de mes livres, voilà, celui-là a été traduit en arabe, en hébreu. J'ai reposé les livres, puis j'ai continué. En fait, c'est des façons de construire son autorité académique qui sont en acte, quoi. Mais ça se décrète pas, et c'est un long travail. Et là où je reviens, la responsabilité qu'on a, c'est de faire percoler ce travail, de le faire infuser et de le rendre accessible à ceux qui sont, pour le coup, qui se coltinent sur le terrain quotidiennement, 16-18 heures par semaine, des élèves du secondaire ou des gamins en insertion ou un peu en perdition parfois que vous pouvez traiter dans vos différentes institutions. Peut-être une toute dernière question encore. Alors finalement... Je vais répondre plus vite. Oui, alors peut-être en 2 mots, ça va pas être facile. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire alors à des adolescents qui s'interrogent sur ce conflit? Qu'est-ce que vous leur diriez comme ça, en 2 mots? Mais allez à la rencontre des gens qui vivent ce conflit. Lisez des histoires de cette gamine de Gaza qui faisait ses études d'infirmière et qui a perdu toute sa famille et voilà. Lisez des histoires de gens du kibboutz de Be'eri qui participaient au fait qu'ils transportaient des malades de Gaza avant le 7 octobre et que c'était des gens mais qui étaient les plus militants de la coexistence israélo-palestinienne et plus que de la coexistence, qui étaient vraiment des opposants absolus au pouvoir israélien actuel et qui ont perdu la vie ou qui ont perdu des très très proches dans les attentats du 7. C'est-à-dire, et là on est à nouveau dans le détour par l'émotion, mais du bon côté. C'est-à-dire, j'essaye aussi, moi, quand j'écris des articles dans la presse ou quoi, à un moment de parler de gens, avec un prénom, un nom, un âge, et puis il leur est arrivé quelque chose. Donc là, c'est faire appel à la commune humanité de nous tous, c'est-à-dire, là, les 2 petites histoires que je viens de résumer, immédiatement, elles nous touchent. C'est-à-dire, elles nous secouent. Voilà, allez à la rencontre de ces gens. Évidemment, ce que je voudrais leur dire, c'est aller sur place, mais ça n'est pas possible. Ça, c'est ce que je dis aux gens qui parfois, aux gens plus adultes et tout ça, et qui m'énervent un peu. Je dis, écoute, prends l'avion, voilà, pas tout de suite, mais un peu plus tard, prends l'avion, va te promener et reviens. Mais c'est un peu la même chose, en fait. Aller sur place ou aller à la rencontre à distance, regarder des témoignages, mais regarder des témoignages différents. C'est ça, et ça, encore une fois, ça permet de boucler un peu notre échange. Ne pas... Oui, soyez dans l'émotion, parce que vous avez l'âge que vous avez, parce que c'est l'âge des émotions, c'est l'âge des affects, etc. Mais accueillez toutes les émotions, si possible. En tout cas, ouvrez vos bras au plus d'émotions possible. Des gamins, quand on leur dit ça, c'est aussi leur faire confiance, quoi. C'est aussi leur dire, oui, bah, vous êtes des gens bien, quoi. Vous êtes des gens bien, et donc vous serez touchés par ces témoignages-là.
voilà, si j'avais une seule chose à dire, ce serait ça. Je crois que c'est la meilleure façon de clôturer cette table ronde. Donc, un immense merci. Vincent Merci à vous, Lemire, merci beaucoup. d'être Merci. venu, d'avoir participé. Merci Bruno, merci Yazida. Voilà. Et merci Catherine d'avoir animé ça avec David. Merci.